J'ai surpris mon fiancé en train de coucher avec la petite amie de mon meilleur ami, quelques heures à peine avant notre mariage. Quand je l'ai confronté, il a eu un sourire narquois et a dit « Détends-toi ». C'était juste physique. Tu surréagis comme toujours. Arrête d'être si dramatique et peu sûr de toi. Alors, je leur ai montré à tous les deux à quoi ressemblent les vraies conséquences quand on humilie la mauvaise personne. J'ai trouvé mon fiancé, le pantalon baissé, dans la bibliothèque de ses parents, enlacé avec la petite amie de mon meilleur ami, exactement 14 heures avant la cérémonie. Chloé. Léo s'est empressé de descendre du bureau ancien, une pièce de marqueterie Louis XV valant probablement plus que ma voiture. Ce n'est pas ce que tu crois, ajouta Manon, rajustant précipitamment sa robe de créateur. Je suis resté là, la main encore sur la poignée de porte en laiton froid, mon cerveau cataloguant la scène comme il le ferait pour un cas de polytraumatisme au bloc opératoire, vêtements en désordre, rouge à lèvres étalé, l'odeur capiteuse de son parfum, un Chanel numéro 5 trop puissant, saturant l'air confiné des vieux livrets du bois ciré. Derrière moi, j'ai entendu la vive inspiration de Lucas. Il m'avait suivi à l'étage, les cherchant lui aussi. Pendant exactement 3 secondes, un silence de mort s'est installé, suspendu dans le temps. Puis Léo a prononcé les mots qui allaient définir tout ce qui suivrait. Détends-toi. C'était juste physique. Tu surréagis comme toujours. Arrête d'être si dramatique et peu sûr de toi. Juste physique. Comme si cela excusait quoi que ce soit. Je suis le docteur Chloé Dubois. Et voici l'histoire de comment j'ai surpris mon fiancé avec la petite amie de mon meilleur ami quelques heures avant notre mariage, et de ce que j'ai fait ensuite. Mais pour comprendre comment je suis arrivé devant cette porte de bibliothèque, comment j'ai fini par regarder mon avenir entier se désintégrer en temps réel, vous devez comprendre qui j'étais avant cet instant. Vous devez comprendre la vie que j'avais bâtie sur la précision et le contrôle. À 31 ans, j'étais la plus jeune chef de clinique en chirurgie traumatologique orthopédique des 100 ans d'histoire de l'hôpital Saint-Louis. Ce n'était pas de la chance. C'était des semaines de 70 heures, des nuits passées dans les salles de garde plus souvent que dans mon propre lit, et une capacité à compartimenter les émotions que ma mentor, le docteur Monique Duval, avait un jour qualifié de « détachement chirurgical frôlant le surnaturel ». Je l'avais pris comme un compliment. Mon monde tournait autour d'absolu, d'incisions nettes, de mains stables, de vie sauvée dans un bloc opératoire où le chaos n'avait pas sa place. Je reconstruisais des colonnes vertébrales brisées, des bassins écrasés après des accidents de la route, je redonnais aux gens la capacité de marcher. Chaque opération était un puzzle avec une solution. Chaque os cassé avait un protocole de réparation. Chaque crise avait une réponse étape par étape que j'avais mémorisée et perfectionnée. Le contrôle était tout. Le contrôle était la survie. 3 jours avant de trouver Léo et Manon dans cette bibliothèque, j'avais passé 11 heures à reconstruire le bassin d'une victime d'accident de moto. 14 broches chirurgicales pour des vertèbres éclatées. Des lésions artérielles qui auraient dû le tuer 2 fois. Mes mains n'ont jamais tremblé. Pas une seule fois. Pas quand le jet de sang artériel a frappé ma visière à 3h47 du matin. Pas quand il a fait un arrêt sur la table et que nous avons dû le réanimer au défibrillateur. Pas quand ma chef de service m'a demandé si j'avais besoin d'une pause après la 8e heure et que j'ai dit non. Je n'avais pas besoin de pause. J'avais besoin de contrôle. C'est ce qui me rendait exceptionnel dans mon travail. C'est ce qui me valait le respect de collègues ayant le double de mon âge. C'est ce qui faisait que les patients me confiaient leur vie. Et c'est ce qui m'a rendu complètement aveugle aux fractures qui se formaient dans ma propre vie. J'ai rencontré Léo Mercier il y a 4 ans, lors d'un congrès sur les avancées en technologie médicale à Lyon. J'y assistais pour un panel sur les techniques innovantes de fusion vertébrale. Il était là pour représenter les laboratoires Mercier, l'empire familial de distribution pharmaceutique de 3e génération. Représenter signifiait surtout se montrer à des événements portant le nom de sa famille sur le bâtiment et être élégant dans des costumes hors de prix. Nous assistions à un discours d'ouverture fastidieux sur la robotique chirurgicale quand il s'est penché et a murmuré « On dirait que vous préféreriez être n'importe où sauf ici ». J'avais souri malgré moi. C'est si évident? Seulement pour quelqu'un qui ressent exactement la même chose. Quelque chose dans sa façon de le dire, conspirateur, amusé, sincère, m'a fait rire pour de vrai. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri sincèrement. Léo avait ce charme sans effort qui vient de ne jamais s'inquiéter pour l'argent, de ne jamais stresser pour la sécurité de l'emploi,
de ne jamais passer une nuit blanche à se demander si on est à la hauteur. Tout dans sa vie avait été facile, lui avait été donné, était attendu. Je pensais que ce serait un problème, que nous étions trop différents. Mais Léo semblait fasciné par mon travail. Il posait des questions sur mes opérations avec un réel intérêt, se présentait aux collectes de fonds de l'hôpital et me présentait comme « le docteur Chloé Dubois, la brillante chirurgienne », avec une véritable fierté dans la voix. Quand les urgences interrompaient nos dîners, il souriait simplement et disait « va sauver des vies ». Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Après des années à fréquenter des hommes qui en voulaient à ma carrière, qui se plaignaient que je travaillais trop, qui me voulaient plus petite, plus disponible et moins consumée par quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, Léo était comme une bouffée d'oxygène après avoir été sous l'eau. Il ne s'est jamais plaint quand j'annulais nos projets pour des opérations d'urgence. Ne m'a jamais fait culpabiliser de manquer ces événements d'entreprise. Ne m'a jamais demandé de choisir entre lui et ma carrière. Je pensais que cela signifiait qu'il m'acceptait, entièrement, y compris les facettes que d'autres trouvaient difficiles. Sa mère, Marie Lambert, voyait les choses différemment. Je l'ai rencontrée 6 mois après le début de notre relation, lors d'un dîner formel dans leur château en Touraine, le genre d'endroit avec plus de pièces que d'habitants, où le personnel servait 5 plats comme s'ils effectuaient eux-mêmes des procédures chirurgicales délicates. Marie Lambert m'a regardé de l'autre côté de la table de salle à manger ancienne et a dit d'une voix qui ressemblait à du verre dépoli, « Une chirurgienne, quelle diligence !» Les précédentes petites amies de Léo venaient de familles plus établies. Les de Rohan, les d'Orléans, vous comprenez. Traduction, vous n'êtes pas assez bien pour mon fils. Léo en avait ri plus tard. Elle s'habituera une fois qu'elle réalisera à quel point tu es brillante. Elle ne s'est jamais habituée. Mais après 3 ans, Léo m'a demandé en mariage quand même, avec la bague de sa grand-mère, un diamant impeccable de 3 carats qui coûtait probablement plus que mes dettes d'études de médecine. Nous étions dans le gîte que sa famille possédait dans les Vosges, debout sur le ponton au coucher du soleil. Et quand il a posé un genou à terre, j'ai dit oui sans hésiter. J'ai dit oui à un avenir que je pensais comprendre. Le mariage était fixé au 22 mars. Nous avions 8 mois pour tout organiser. Largement assez de temps pour que tout se mette parfaitement en place. C'est à ce moment-là que mon meilleur ami, Lucas Fournier, a commencé à sortir avec Manon Leroy. Lucas et moi étions inséparables depuis les travaux pratiques d'anatomie en première année de médecine. Nous nous étions liés d'amitié autour des dissections de cadavres, des sessions d'études nocturnes et des rêves partagés de carrière qui comptaient vraiment. Il est devenu avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, le genre qui prenait des cas pour la justice plutôt que pour l'argent, qui travaillait 80 heures par semaine à défendre des gens qui n'avaient pas les moyens d'une représentation adéquate. Il comprenait ce que signifiait être consumé par un travail qui ressemblait à une vocation. Quand il m'a appelé après avoir rencontré Manon lors d'un vernissage dans une galerie d'art, sa voix avait cette excitation béate qui me disait qu'il était vraiment épris. Elle est incroyable, Chloé. Intelligente, sophistiquée, passionnée d'art. J'étais heureuse pour lui. Lucas méritait quelqu'un qui le faisait s'illuminer comme ça. Manon Leroy était sublime, de cette manière naturelle que certaines femmes possèdent. De longs cheveux bruns qui semblaient toujours avoir été coiffés par un professionnel. Des vêtements de créateur vintage qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. Un diplôme d'histoire de l'art de l'école du Louvre qu'elle mentionnait dans chaque conversation comme si c'était une partie fondamentale de son identité. Elle travaillait comme consultante en art privé, ce qui, d'après ce que j'ai compris, signifiait que des gens riches la payaient des sommes obscènes pour valider leur goût en matière de peinture. Notre premier dîner à 4 aurait dû être un avertissement. Manon a passé 20 minutes à expliquer pourquoi le décor du restaurant était agressivement banal et dépourvu de toute vision esthétique cohérente. J'ai dit à Lucas après, aussi doucement que possible, elle est un peu intense. Il avait souri de ce sourire d'amoureux. Elle est juste passionnée. Donne-lui une chance. Alors, je l'ai fait. Au cours des 8 mois suivants, nous 4 sommes devenus inséparables. Week-end dans les Vosges, dîner le jeudi quand je n'étais pas de garde. D'interminables sessions de planification du mariage où Manon s'est imposée comme ma co-organisatrice non officielle. Elle avait un avis sur tout. Ma robe était trop traditionnelle. Il te faut quelque chose de plus spectaculaire. Le lieu de réception était magnifique mais prévisible. Ma décision de continuer à travailler jusqu'à la semaine du mariage me laisserait l'air épuisé sur toutes les photos.
J'aurais dû voir les autres signaux d'alarme aussi. La façon dont Manon touchait le bras de Léo pendant les conversations, sa main s'attardant juste une seconde de trop. Comment elle se penchait près de lui pour faire valoir un point, envahissant un espace personnel qui aurait dû rester personnel. Les blagues privées qu'ils ont développées et qui, d'une manière ou d'une autre, nous excluaient, Lucas et moi, de nos propres rassemblements. Mais j'étais occupé, consumé par mon planning chirurgical, reconnaissante pour l'aide à l'organisation du mariage que je pensais venir d'une amitié sincère. 2 semaines avant le mariage, un carambolage sur l'autoroute a complètement rempli mon programme au bloc. J'opérais 14 heures par jour, rentrant à minuit, repartant à 5 heures du matin, fonctionnant à la caféine et à la mémoire musculaire. Manon a suggéré qu'elle et Léo s'occupent ensemble des dernières confirmations des prestataires. « Tu es trop occupé ?» avait-elle insisté, son visage plein d'une sollicitude qui semblait parfaitement authentique. « Laisse-nous t'aider. C'est à ça que servent les amis. » J'avais été si reconnaissante que je l'avais prise dans mes bras. J'avais passé 12 ans à m'entraîner à ignorer l'instinct au profit des données observables. À faire confiance au protocole plutôt qu'au pressentiment. À croire que l'émotion obscurcissait le jugement et que le contrôle créait la sécurité. Ce même entraînement m'a rendu aveugle à la liaison qui se déroulait juste sous mes yeux. Pendant que j'étais au bloc à reconstruire les colonnes vertébrales brisées d'inconnus, ils étaient occupés à construire toute autre chose. Une trahison qui allait fracturer ma vie soigneusement contrôlée au-delà de tout ce que j'aurais pu anticiper. Le dîner de répétition était censé être intime. Famille et amis proches au château des Merciers, peut-être 50 personnes au total. Marie avait d'autres idées. 200 invités, un service de traiteur complet, un quatuor à cordes. Le genre d'événement qui donnait à mes parents l'air petits et mal à l'aise dans leurs plus beaux vêtements, pensant probablement à l'épargne retraite qu'ils avaient liquidée pour contribuer à un spectacle qu'ils ne pouvaient pas se permettre et ne comprenaient pas. Je cherchais Léo après le dîner, voulant voler un moment de calme avant le chaos du lendemain, quand j'ai trouvé Lucas sur la terrasse, l'air inquiet. « Tu as vu Manon ?» a-t-il demandé. Elle a dit qu'elle allait aux toilettes il y a 30 minutes. Quelque chose dans sa voix portait un poids au-delà des mots. « Où est Léo ?» a-t-il demandé doucement. Mon estomac s'est noué. Nous savions tous les deux. À un certain niveau, nous le savions tous les deux depuis des semaines, peut-être des mois, mais savoir et reconnaître sont des choses entièrement différentes. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à arpenter le château des Merciers ensemble, vérifiant les pièces, suivant un instinct auquel aucun de nous ne voulait se fier. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés devant la porte de la bibliothèque. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés là, à regarder nos vies entières voler en éclats en l'espace de 3 secondes. Et c'est là que Léo a prononcé ces mots, « Détends-toi ». C'était juste physique. Tu surréagis comme toujours. Arrête d'être si dramatique et peu sûr de toi. Juste physique. Comme si réduire la trahison à de la biologie la rendait acceptable. Comme si 6 mois de mensonges éhontés étaient justifiés parce qu'il n'y avait pas de composante émotionnelle. Comme si le problème, c'était moi qui les découvrais, et non pas eux qui avaient une liaison. À cet instant, debout dans l'embrasure de la porte, avec la respiration saccadée de Lucas derrière moi et le rouge à lèvres de Manon étalé sur le col de Léo, j'ai senti mon détachement chirurgical s'activer complètement. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma voix ne s'est pas brisée. Je les ai regardés tous les deux et j'ai posé la seule question qui comptait. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps ? Ai-je répété quand aucun d'eux n'a répondu. Léo était encore en train de chercher sa ceinture, le visage rouge, non pas de honte, mais de quelque chose qui ressemblait à de la colère. Manon avait réussi à lisser sa robe, mais son rouge à lèvres était étalé sur son menton, et ses cheveux avaient l'air d'avoir été parcourus par des mains, ce qui, bien sûr, était le cas. Est-ce que ça a de l'importance ? A rétorqué Léo, sa voix prenant ce ton défensif que j'avais déjà entendu quand je l'avais interrogé sur ses soirées tardives au bureau ou son besoin d'espace. Tu n'es jamais là de toute façon. Toujours à l'hôpital, à toujours choisir tes patients plutôt que moi. Mes patients, les gens dont je sauvais la vie, le travail auquel j'avais consacré 12 ans de ma vie à perfectionner. Il utilisait ça comme justification. Derrière moi, la respiration de Lucas était devenue rauque et irrégulière. Manon, dit-il doucement, sa voix tremblante. Depuis combien de temps tu couches avec lui ? Les yeux de Manon allaient de Lucas à Léo, calculant quelle réponse causerait le moins de dégâts. Elle avait toujours été douée pour lire une situation,
pour savoir exactement quoi dire pour gérer les choses. Mais il n'y avait rien à gérer ici. C'est arrivé comme ça, commença-t-elle, sa voix prenant une tonalité suppliante. On ne l'avait pas prévu. C'était une erreur. Depuis combien de temps? La voix de Lucas se cassa sur le dernier mot. Manon et Léo échangèrent un regard. Toute une conversation passa entre eux dans ce simple coup d'œil. Un accord sur ce qu'il fallait admettre, ce qu'il fallait cacher, la quantité de vérité qu'il pouvait se permettre de révéler. Ce regard m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant même que Manon n'ouvre la bouche. 6 mois, murmura-t-elle. Le chiffre flottait dans l'air comme de la fumée. 6 mois. La moitié du temps que j'avais passé à planifier ce mariage. La moitié du temps que j'avais passé à choisir les fleurs, à finaliser les plans de table et à écrire des vœux pour un homme qui couchait avec celle que j'appelais mon amie. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le son est sorti, sec et cassant, résonnant contre les hauts plafonds de la bibliothèque. Tu trouves ça drôle? Le visage de Léo passa du rouge au violet. C'est exactement de ça que je parle. Tu es complètement folle. Je suis folle, ai-je répété lentement, savourant les mots. Je viens de vous surprendre en train de faire l'amour, toi et la petite amie de mon meilleur ami, 14 heures avant notre mariage. Et c'est moi qui suis folle. C'était juste physique. Il criait maintenant, la panique rendant sa voix aiguë. Ça ne voulait rien dire. Tu prends ça beaucoup trop au sérieux. Juste physique. Comme si c'était censé me réconforter, comme si réduire 6 mois de trahison à de la simple biologie la rendait acceptable. Alors, si ça ne voulait rien dire, dis-je, ma voix toujours parfaitement calme, pourquoi avez-vous continué? 6 mois, ce n'est pas une erreur, Léo. C'est un choix, fait encore et encore. Manon pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues entraînées noires. Chloé, s'il te plaît, tu dois comprendre. Je n'ai rien à comprendre. Je l'ai regardé directement pour la première fois. Tu étais censé être mon ami. Je suis ton ami. Les amis ne couchent pas avec le fiancé de leur ami. 50 fois en 6 mois. Le chiffre était une estimation, mais j'ai vu son visage et j'ai su que j'étais proche de la vérité. Où était-ce plus que ça? Tu as perdu le compte? Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Lucas a de nouveau émis ce son. Ce bruit d'animal blessé qui me disait qu'il se brisait à l'intérieur. 50 fois. Sa voix était à peine audible. Tu as couché avec lui 50 fois. Lucas, chéri, s'il te plaît. Manon s'est approchée de lui. Il a reculé comme si elle était radioactive. Ne me touche pas. N'ose pas me toucher. Nous devons en parler en privé, a tenté Manon, ses yeux se dirigeant vers la porte ouverte. Avant que les gens ne la prennent. Oh, les gens vont la prendre, dis-je en sortant mon téléphone de ma pochette. En fait, disons-le leur tout de suite. N'ose pas. Léo s'est jeté sur mon téléphone. Je l'ai esquivé facilement. 12 heures de chirurgie m'avaient appris à me déplacer efficacement, même épuisé, et il a trébuché en avant contre le bureau qu'il venait d'utiliser pour leur rencontre. Manon a essayé de le rattraper, et ils sont tombés tous les deux dans un enchevêtrement de membres. Une lampe ancienne s'est écrasée sur le sol, se brisant en 1000 morceaux. Le son était catastrophique dans la maison silencieuse. Pendant un instant, tout s'est figé. Puis je les ai entendus. Des pas dans le couloir. Plusieurs paires de pas. Des gens qui couraient vers le bruit. Léo s'est relevé en se débattant, les yeux écarquillés de panique maintenant. Merva. Il n'a pas fini sa phrase car Marie Lambert est apparue dans l'embrasure de la porte, son sourire social étudié déjà en place. Mais qu'est-ce que... Elle s'est arrêtée en pleine phrase. Ses yeux ont balayé la scène avec la précision de quelqu'un entraîné à évaluer les situations rapidement et minutieusement. Moi, debout, calme, près de la porte. Lucas, pâle et tremblant à côté de moi. Léo et Manon par terre, entourés de verres brisés. Le meuble renversé. Le maquillage de Manon qui avait coulé. Les vêtements de Léo en désordre. Le sourire a disparu du visage de Marie. Quelqu'un ferait mieux de m'expliquer ça immédiatement, dit-elle, sa voix baissant à ce ton dangereusement calme qui était en quelque sorte plus terrifiant que des cris.
D'autres personnes se sont pressées dans le couloir derrière elle. J'ai reconnu le père de Léo, plusieurs garçons d'honneur, mes parents se frayant un chemin à travers la foule, l'air confus et inquiet. Des demoiselles d'honneur dans leur robe de cocktail, l'organisatrice de mariage avec son omniprésent presse-papier. Des invités au hasard attirés par le fracas. Tous les yeux étaient sur nous. Léo se releva précipitamment, la panique remplaçant l'arrogance qu'il avait quelques instants auparavant. « Mère, ce n'est pas. » Chloé fait une sorte de crise de nerfs. Elle nous a attaqués. « Je ne vous ai pas touché, dis-je calmement, levant les mains pour montrer à la foule, bien que je sois tenté de commencer. Alors pourquoi sommes-nous par terre ? A exigé Manon, debout maintenant, essayant de se recoiffer avec des mains tremblantes. Parce que votre coordination est aussi mauvaise que votre jugement, ai-je répondu. Vous avez trébuché l'un sur l'autre en essayant de m'empêcher de passer un appel. Quel appel ? Les yeux de Marie étaient perçants, ne manquant rien. J'ai souri. C'était étrange sur mon visage, froid et dur, et rien à voir avec les sourires que j'avais répétés pour les photos de mariage. Celui où j'appelle ma demoiselle d'honneur et lui dis d'annuler le mariage, dis-je clairement, assez fort pour que tout le monde dans le couloir entende, parce que le marié couche avec l'une des demoiselles d'honneur depuis 6 mois. Le couloir a explosé. Des halètements, des chuchotements choqués. Quelqu'un a dit, oh mon Dieu, assez fort pour que ça résonne. J'ai vu des écrans de téléphone s'allumer alors que les gens commençaient à enregistrer, à envoyer des SMS, à appeler d'autres personnes qui n'étaient pas là pour assister à ça en direct. Ce n'est pas vrai. La voix de Léo est devenue aiguë et paniquée. Elle ment. Elle est jalouse et contrôlante et invente des choses parce qu'elle ne peut pas gérer. Si je mens, ai-je interrompu, ma voix coupant son charabia, pourquoi le rouge à lèvres de Manon est-il étalé sur tout ton col ? Toutes les têtes dans le couloir se sont tournées pour regarder le col de Léo. La preuve était indéniable. Du rouge à lèvres rouges, exactement la teinte que Manon portait toujours, maculait le tissu blanc. Et pourquoi y a-t-il des marques de griffures sur ton cou ? Ai-je continué, cataloguant les preuves comme je le ferais dans un dossier médical. Plus de halètements, plus de téléphones levés pour immortaliser le moment. Et pourquoi toute cette pièce sent-elle son parfum ? Les yeux de Marie se sont rétrécis dangereusement. Elle a regardé son fils, l'a vraiment regardé, et j'ai vu le moment où elle a enregistré tout ce que j'avais souligné. Son expression est passée d'une grâce sociale étudiée à quelque chose de volcanique. Léo Jacques Mercier. Elle a utilisé son nom complet comme une arme. Est-ce vrai ? La foule était devenue complètement silencieuse. Tout le monde attendait. Les téléphones enregistraient. Ce moment se cristallisait en quelque chose qui serait rejoué, discuté et disséqué pendant des mois, peut-être des années. La bouche de Léo s'est ouverte et fermée. Aucun son n'en est sorti. Sa résolution s'effritait. Je pouvais le voir se produire en temps réel. La panique prenait le dessus, la réalisation qu'il ne pouvait pas s'en sortir en mentant, que trop de gens avaient vu trop de preuves. C'est arrivé comme ça, dit-il finalement, sa voix faible. C'est elle qui m'a dragué. Le couloir a de nouveau éclaté. Manon s'est retournée sur lui si vite que son talon s'est pris dans le tapis perçant. C'est moi qui t'ai dragué. Sa voix était stridente, son visage strié de mascara tordu de rage et d'incrédulité. C'est toi qui m'as poursuivi. Manon, non. Léo a attrapé son bras. Elle l'a arraché. Ne me touche pas. Tu as dit que Chloé était froide. Tu as dit qu'elle se souciait plus de sa carrière que de toi. Tu as dit que le mariage était une erreur, mais que tu ne pouvais pas te défiler à cause de ta famille. Chaque mot atterrissait comme un coup de poing. Mes parents étaient dans le couloir maintenant. J'ai vu la main de ma mère voler à sa bouche. Le visage de mon père était devenu dangereusement rouge. Ce n'est pas. Je n'ai jamais dit. Léo pataugeait, regardant entre sa mère et la foule croissante de témoins. Tu l'as dit la semaine dernière, Manon pleurait à chaudes larmes maintenant, son calme soigneusement construit complètement brisé. Dans ton appartement, après con. Elle s'est arrêtée, réalisant en pleine phrase ce qu'elle était en train d'admettre. Lucas a de nouveau émis ce son. La semaine dernière ? Tu étais dans son appartement la semaine dernière ? J'étais à Bordeaux la semaine dernière, à un congrès médical, pour présenter des recherches sur la fusion vertébrale.
J'avais appelé Léo tous les soirs depuis ma chambre d'hôtel, et il m'avait dit que je lui manquais, qu'il s'ennuyait à la maison, qu'il avait hâte que le mariage ait lieu. Il était avec elle. La reconstruction de la chronologie se faisait automatiquement dans ma tête, comme lorsque je reconstituais le déroulement d'un accident à partir des types de blessures. Combien de fois? La voix de Lucas se brisa sur la question. Combien de fois au total? La bouche de Manon s'ouvrit et se ferma. Aucun mot ne sortit. Combien? Demanda à nouveau Lucas, plus fort cette fois. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Peut-être 40, 50. J'ai perdu le compte. La foule haleta à nouveau, plus fort cette fois. Quelqu'un au fond était définitivement en train d'enregistrer. Je pouvais voir la lueur distinctive d'un écran de téléphone dirigé droit sur nous. 50 fois en 6 mois. Je gardais ma voix égale, clinique, laissant les mathématiques parler d'elles-mêmes. C'est 2 fois par semaine. Ce n'est pas « c'est arrivé comme ça ». C'est une relation. Le mot resta suspendu dans l'air. Relation. Recadrant tout ce que Léo avait qualifié de juste physique en quelque chose de délibéré, continu, choisi à plusieurs reprises pendant une demi-année. Léo tenta de faire marche arrière immédiatement. Ce n'était pas comme ça, balbutia-t-il, regardant sa mère avec une peur sincère dans les yeux. Elle exagère. J'exagère? Manon se tourna vers lui si rapidement que j'ai littéralement vu le moment où son instinct de survie a pris le dessus. La décision de le jeter sous le bus avant qu'il ne puisse le faire pour elle. Tu m'as dit que tu m'aimais. Silence complet. Le genre de silence où l'on pouvait entendre la respiration choquée des gens. Le bruissement des tissus coûteux alors que 200 invités se penchaient en avant pour mieux entendre. Le visage de Marie devint absolument blanc. Tu lui as dit quoi? Je ne. Ce n'est pas. Elle déforme mes paroles. Léo était en pleine spirale, sa vie soigneusement construite s'effondrant en temps réel. Tu as dit que tu allais annuler le mariage. Manon était maintenant pleinement engagée dans sa confession. Des larmes coulant sur son visage, le mascara laissant des traces noires. Tu as dit que nous serions ensemble. Tu as dit que Chloé ne te comprenait pas, qu'elle était mariée à son travail, que tu te sentais seul même quand tu étais avec elle. Chaque mot frappait comme un scalpel coupant à travers les tissus. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la douleur, peut-être de la trahison, de la rage. Au lieu de cela, je sentis ce même détachement chirurgical s'installer sur moi comme un manteau familier. Mon cerveau cataloguait tout cliniquement, la foule grandissante, les téléphones qui enregistraient, la façon dont le père de Léo était devenu dangereusement rouge. Comment ma mère serrait le bras de mon père si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Quand? Demandai-je doucement, coupant les sanglots de Manon. Quand a-t-il dit qu'il t'aimait? Manon me regarda, puis Lucas, puis de nouveau Léo, comme si elle espérait qu'il interviendrait et arrêterait tout ça. Il ne le fit pas. Il resta juste là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui se noie dans l'air. Il y a 2 mois, murmura finalement Manon. Juste après qu'on ait passé le week-end dans le gîte de sa famille dans les Vosges. Le gîte? Cette information atterrit différemment de tout le reste. Le gîte était l'endroit où Léo et moi avions passé notre premier anniversaire, où il m'avait demandé en mariage sur le ponton au coucher du soleil, où nous avions parlé d'amener nos futurs enfants un jour. Il y a 2 mois, répétai-je lentement, mon esprit calculant automatiquement. J'étais à Bordeaux il y a 2 mois, à un congrès médical, pour présenter des recherches sur les techniques de fusion vertébrale. J'appelais Léo tous les soirs depuis ma chambre d'hôtel, épuisé mais excité de partager ce que j'apprenais, et il m'avait dit que je lui manquais. Qu'il s'ennuyait à la maison. Qu'il avait hâte que je revienne. Il était au gîte avec elle. Tu m'avais dit que tu restais à la maison ce week-end-là, dis-je, ma voix toujours étrangement calme. Tu as dit que tu avais du travail à rattraper. Le visage de Léo était passé du rouge au vert pâle. Chloé, je peux expliquer. Ne te fatigue pas. Je me tournai vers Marie. Combien de personnes sont au courant pour le gîte? Qui d'autre a les clés? Marie comprit immédiatement ce que je demandais. S'il y aurait des preuves, des témoins, quoi que ce soit pour corroborer ce que Manon affirmait. Juste la famille, dit-elle doucement, ses yeux ne quittant jamais le visage de son fils. Et toi et moi, ajouta Manon, sa voix faible.
L'implication flottait dans l'air. Léo lui avait donné une clé du refuge privé de sa famille. L'endroit qui était censé être sacré pour nous, pour notre relation, pour notre avenir. Lucas fit un bruit comme s'il s'étouffait. Un week-end? Sa voix tremblait. Tu m'as dit que tu rendais visite à ta sœur à Nantes ce week-end-là. Tu m'as envoyé des photos de son appartement, de la ville. Des photos d'archives, dis-je, les pièces s'emboîtant avec une clarté horrifiante. D'Internet. Assez facile à trouver si on sait quoi chercher. Le silence de Manon le confirma. Combien de fois? Demanda à nouveau Lucas, sa voix se brisant complètement maintenant. Combien de fois as-tu couché avec lui? Donne-moi un chiffre, Manon, s'il te plaît. Combien de fois? Les épaules de Manon s'affaissèrent de défaite. Je ne sais pas exactement. Peut-être 40 fois, 50. J'ai perdu le compte. Le couloir éclata à nouveau, plus fort cette fois. La grand-mère de quelqu'un haleta si fort que cela résonna contre les hauts plafonds. Je vis l'une des demoiselles d'honneur, Clara, je crois que c'était son nom, couvrir sa bouche de ses deux mains. Mon père fit un pas en avant. 50 fois. Sa voix portait le genre de rage tranquille qui était en quelque sorte plus terrifiante que des cris. Mon père était professeur de lycée, un homme qui élevait rarement la voix, qui avait passé 30 ans à enseigner à des adolescents avec une patience infinie. Il avait l'air prêt à commettre un acte de violence. Monsieur Roux, commença Léo. Ne. La voix de mon père était aussi tranchante qu'une lame. N'ose pas me parler. Ma femme et moi avons liquidé notre fonds de retraite pour ce mariage. Nous nous sommes endettés. De vraies dettes. Le genre qui vous empêche de dormir la nuit en vous demandant comment vous allez payer vos mensualités. Je ne le savais pas. Ils ne m'avaient jamais dit exactement combien ils avaient contribué. Juste qu'ils voulaient aider, qu'ils étaient fiers, qu'ils voulaient que ma journée soit parfaite. Ma mère pleurait silencieusement, des larmes coulant sur son visage. Papa, commençai-je. Nous l'avons fait parce que nous pensions que tu avais trouvé quelqu'un digne de toi, continua-t-il, regardant toujours Léo. Quelqu'un qui voyait à quel point tu es extraordinaire, quelqu'un qui valorisait les sacrifices que tu fais chaque jour pour sauver la vie des gens. Marie s'avança, son masque social complètement disparu maintenant, remplacé par quelque chose de froid et de furieux. Léo, dis-moi tout de suite, est-ce que ce que le docteur Dubois a dit est vrai? As-tu eu une liaison pendant 6 mois avec cette femme? Elle désigna Manon sans la regarder. Ce n'était pas une liaison, tenta faiblement Léo. C'était juste. Juste quoi? La voix de Marie aurait pu couper du verre. Juste physique? Juste une erreur? Juste 50 rencontres en 6 mois pendant que ta fiancée travaillait 70 heures par semaine à sauver des vies? La foule était immense maintenant. Je pouvais voir des gens du rez-de-chaussée se tordre le cou pour voir ce qui se passait. Les téléphones sortis, enregistrant tout. L'organisatrice de mariage avait l'air sur le point de s'évanouir. Le quatuor à cordes avait même arrêté de jouer dans la salle de bal en bas. Même eux avaient entendu l'agitation. Réponds à ta mère, dit doucement le père de Léo. Il était resté silencieux jusqu'à présent, mais sa voix portait une autorité absolue. As-tu eu une liaison? Léo regarda désespérément autour de lui, cherchant une sortie qui n'existait pas. Chaque direction lui montrait des visages allant du choqué au dégoûté en passant par la pitié. Son image soigneusement construite brûlait en temps réel, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Oui, murmura-t-il finalement. Plus fort, exigea son père. Oui. La voix de Léo se cassa. Oui, j'ai eu une liaison. Tu es content maintenant? Tout le monde est satisfait? Content? Lucas riait sa sonnette brisée. Ma petite amie. Ma petite amie, que je comptais demander en mariage le mois prochain, couche avec le fiancé de mon meilleur ami depuis 6 mois. Alors non, je ne suis pas particulièrement content. C'était nouveau pour moi. Lucas avait prévu de demander Manon en mariage. Je vis sa main se diriger inconsciemment vers la poche de sa veste où, j'en aurais mis ma main à couper, se cachait une boîte à bagues. Manon le vit aussi. Son visage se décomposa. Lucas, non. Ne. Il retira sa main de sa poche comme si elle brûlait. Ne prononce pas mon nom. Ne me regarde pas.
Ne. Sa voix se brisa complètement. J'ai acheté une bague il y a 3 mois. J'attendais le bon moment. Je pensais. Il ne put finir. Le couloir était redevenu silencieux. Tout le monde assistant au chagrin de Lucas en temps réel. Marie se tourna vers moi et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré il y a 4 ans, je vis quelque chose comme du respect dans ses yeux. Docteur Dubois, je vous présente mes excuses. Vous méritiez bien mieux que ça. Que lui. Elle regarda son fils avec un dégoût manifeste. Le mariage est annulé immédiatement. Léo, tu contacteras personnellement chaque invité et tu expliqueras ce que tu as fait. Tu ne chercheras pas d'excuses. Tu ne blâmeras pas le docteur Dubois pour tes choix. Mère, je n'ai pas fini. Sa voix était de glace. Manon, vous n'êtes plus la bienvenue dans cette maison ni à aucun événement de la famille Mercier, jamais. Vous deux avez humilié cette famille devant 200 témoins et il y aura des conséquences. J'ai regardé le visage de Léo passer par une série d'émotions. Choc, colère, peur, et finalement quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Je suis désolé, dit-il, mais il regardait sa mère, pas moi. Bien sûr qu'il la regardait. Je me suis tourné vers la foule d'invités. Ma famille, sa famille, nos amis, des collègues qui avaient voyagé de tout le pays, des gens qui avaient réorganisé leur vie pour être ici pour ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie. Je m'excuse pour le dérangement, dis-je clairement, ma voix stable. Mais je ne m'excuserai pas de refuser d'épouser un homme qui pense que la trahison est juste physique et que s'attendre à une loyauté de base me rend dramatique et peu sûr de moi. Plusieurs personnes dans la foule ont hoché la tête. Le mariage est annulé, ai-je continué. Merci à tous d'être venus. Je suis désolé que vous ayez voyagé pour rien. Vous n'avez pas voyagé pour rien, dit soudain ma mère, sa voix pleine de larmes mais étonnamment forte. Vous avez tous été témoins de Chloé se défendant. Vous l'avez vue refuser d'accepter moins que ce qu'elle mérite. Ce n'est pas rien. Plusieurs femmes dans la foule se sont mises à applaudir. Puis d'autres personnes se sont jointes à elle. En quelques secondes, la moitié du couloir applaudissait. Pas pour le mariage, pour son annulation. J'ai regardé Lucas. Ça va? Il a secoué la tête, des larmes coulant sur son visage. Non. Mais ça ira. Il s'est tourné vers Manon une dernière fois. C'est fini. Ne me contacte pas. Ne viens pas à mon appartement. N'appelle pas. N'envoie pas de SMS. N'envoie pas de lettres, de fleurs ou d'excuses. Je te bloque partout. Et Manon. Il a attendu qu'elle le regarde. J'espère que ça en valait la peine. Puis il est parti, la tête haute malgré les larmes. Tout le monde dans le couloir s'est écarté pour le laisser passer. J'ai jeté un dernier regard à Léo, debout là dans son costume coûteux, entouré de verres brisés et des ruines de sa réputation. Puis je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Marie percer le silence choqué. Tout le monde dehors. Cet événement est terminé. Léo, toi et moi devons avoir une conversation très sérieuse. La dernière chose que j'ai entendue avant d'atteindre les escaliers, ce sont les sanglots de Manon et Léo essayant de s'expliquer à sa mère. J'ai continué à marcher. J'ai atteint le grand escalier avant que mes jambes ne commencent à trembler. Pas à cause de l'émotion, mais de la chute d'adrénaline. Mon corps rattrapait enfin ce qui venait de se passer. Le détachement chirurgical commençait à se fissurer sur les bords. Je me suis agrippé à la rampe, me forçant à continuer à bouger. Un pas, puis un autre. Derrière moi, je pouvais encore entendre des voix provenant du couloir de la bibliothèque. Les ordres secs de Marie, quelqu'un qui pleurait, le faible murmure de 200 invités en train de digérer ce dont ils venaient d'être témoins. Mon téléphone vibrait dans ma pochette. Probablement ma demoiselle d'honneur, probablement l'organisatrice de mariage, probablement tous ceux qui n'étaient pas à l'étage mais qui avaient déjà entendu la nouvelle par le bouche à oreille. J'ai tout ignoré. Le grand hall d'entrée était vide quand je l'ai atteint. Tout le monde était encore à l'étage ou dans la salle de bal, attirés par le drame comme des papillons de nuit par une flamme. Le silence semblait déplacé après tout ce bruit, toutes ces voix, tout ce chaos. Mes parents m'ont trouvé là, debout, seul, près des immenses portes d'entrée. Ma mère m'a rejointe la première,
me serrant dans ses bras si fort que je pouvais à peine respirer. Elle sentait son parfum habituel et autre chose. L'odeur âcre de la sueur de stress qu'aucune fragrance coûteuse ne pouvait masquer. « Ma chérie » a-t-elle murmuré dans mes cheveux. « Je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. Ne le sois pas. » Ma voix est sortie plus stable que je ne l'aurais cru. Mieux vaut maintenant qu'après. La main de mon père s'est posée sur mon épaule, lourde et chaude. Quand j'ai levé les yeux vers lui, ses yeux étaient rougis mais secs. « Nous partons tout de suite. Tu n'as pas besoin de rester ici une seconde de plus. Le dîner de répétition est terminé, a-t-il dit fermement. Marie peut gérer son propre désordre. Nous te ramenons à la maison. La maison ? Sauf que la maison était l'appartement que je partageais avec Léo. L'appartement où la moitié de mon placard contenait ses vêtements. Où son nécessaire de rasage était posé sur le comptoir de la salle de bain. Où nous avions prévu de passer une dernière nuit avant le mariage demain. Demain ? Le mariage qui était censé avoir lieu dans moins de 15 heures. Je ne peux pas y aller, dis-je doucement. Pas ce soir. Ma mère s'est reculée pour me regarder. Alors nous prendrons un hôtel. Tous les trois. Nous commanderons un service en chambre et des films à la demande nulle, et nous nous occuperons de tout le reste demain. Un hôtel avec mes parents. La veille de mon mariage qui n'aurait pas lieu. L'absurdité de la situation m'a de nouveau frappé, mais cette fois, je n'ai pas ri. J'ai juste hoché la tête. D'accord. Nous étions à mi-chemin de la porte quand j'ai entendu des pas derrière nous. Des pas rapides. Chloé. C'était Lucas. Son visage était marbré, ses yeux gonflés, mais il avait cessé de pleurer. Il avait l'air vidé, comme si quelqu'un avait retiré tout ce qui était vital de l'intérieur de lui et n'avait laissé que la coquille. Chloé, attends. Je me suis arrêté. Mes parents ont échangé un regard mais se sont légèrement reculés, nous laissant de l'espace. Je ne savais pas, a dit Lucas, sa voix rauque. Je te jure, je ne savais pas. Si j'avais eu la moindre idée. Je sais que tu ne savais pas. Et je le savais. Le choc de Lucas avait été trop authentique, trop viscéral. Tu n'es pas responsable de ce qu'elle a fait. Toi non plus. Il l'a dit avec une telle conviction que j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Ce que Léo a dit là-haut, sur le fait que tu es trop concentré sur ta carrière, trop intense, trop indisponible. C'est des conneries. Tu le sais, n'est-ce pas? Est-ce que je le savais? 6 mois, 50 fois. C'est beaucoup d'occasions pour quelqu'un de se sentir négligé, de sentir qu'il avait besoin de quelque chose que je ne fournissais pas. Chloé. Lucas s'est approché, sa voix baissant. Tu es brillante, déterminée et dévouée à sauver la vie des gens. Ce ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont les choses qui te rendent extraordinaire. Si Léo ne pouvait pas supporter d'être avec quelqu'un d'extraordinaire, c'est son échec, pas le tien. Ma mère a fait un petit bruit d'approbation derrière moi. Elle m'a manipulé aussi, a poursuivi Lucas. Manon. Tous les jeudis quand elle disait qu'elle avait cours de yoga. Tous les mardis quand elle prétendait rencontrer des clients. Chaque fois que je suggérais qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'elle disait qu'elle était trop occupée, trop fatiguée, qu'elle avait d'autres projets. Il a ri amèrement. Je comptais la demander en mariage le mois prochain. J'avais la bague dans ma poche ce soir. J'allais lui demander après votre mariage. Profiter de l'ambiance romantique. Rendre ça spécial. Chloé, je pensais que c'était la bonne. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je pensais vraiment que... Il n'a pas pu finir. Je l'ai pris dans mes bras. Il s'est accroché à moi comme si j'étais la seule chose qui le maintenait debout, son corps secoué de sanglots silencieux. Nous sommes restés là un long moment, deux personnes dont l'avenir venait d'être arraché par les deux mêmes lâches. Quand il s'est finalement reculé, ses yeux étaient humides, mais sa mâchoire était serrée. Qu'est-ce que tu vas faire, là, maintenant? Prendre une chambre d'hôtel avec mes parents. Demain, j'ai pris une profonde inspiration, demain, je rentre à la maison et j'emballe absolument tout ce qui appartient à Léo. Ensuite, je change les serrures. Ensuite, je bloque son numéro. Ensuite, j'avance comme s'il n'avait jamais existé. Lucas a hoché la tête lentement.
Je peux t'aider? Tu n'es pas obligé. Je veux. Il l'a dit avec une conviction si féroce que j'ai su qu'il le pensait. J'ai besoin de faire quelque chose. Besoin de sentir que j'ai un certain contrôle sur tout ça. Je comprenais cela parfaitement. D'accord, ai-je dit. Demain matin, 9 heures. J'apporterai le café et les cartons. Mon père s'est éclairci la gorge doucement. Nous devrions y aller avant que quelqu'un d'autre ne descende. Il avait raison. La dernière chose dont j'avais besoin était une autre confrontation, une autre série d'explications, un autre moment passé dans cette maison qui sentait l'argent ancien et la trahison fraîche. Nous avons atteint le parking avant que mon téléphone ne se mette à sonner pour de bon. Ma demoiselle d'honneur, puis une de mes autres demoiselles d'honneur, puis une autre, puis ma cousine, puis des collègues de l'hôpital qui devaient avoir entendu la nouvelle par un incroyable bouche-à-oreille qui voyageait plus vite que la lumière. J'ai complètement éteint mon téléphone. Malin, a dit mon père en déverrouillant sa voiture. Tu ne dois d'explication à personne ce soir. Nous avons roulé en silence jusqu'à un hôtel près de l'aéroport. Le genre de chaîne générique qui se ressemble dans toutes les villes, où personne ne pose de questions et où personne ne se soucie de qui vous êtes ou pourquoi vous avez besoin d'une chambre à 23 heures un vendredi soir. Ma mère s'est occupée de l'enregistrement pendant que mon père et moi étions assis dans le hall, sans parler, juste existant dans le même espace. Je ne lui ai jamais fait confiance, a dit soudain mon père. Je l'ai regardé, surprise. Tu n'as jamais rien dit. Qu'est-ce que j'allais dire, ma chérie? J'ai un mauvais pressentiment à propos du garçon riche qui semble parfait sur le papier. Tu aurais pensé que j'étais surprotecteur, ou snob, ou juste un père qui pense que personne n'est assez bien pour sa fille. Es-tu un père qui pense que personne n'est assez bien? Il a souri légèrement. Probablement. Mais ce n'est pas pour ça que je ne faisais pas confiance à Léo. Je ne lui faisais pas confiance parce qu'il ne te regardait jamais comme tu mérites d'être regardé. Que veux-tu dire? Quand tu parles de tes opérations, de tes recherches, des vies que tu as sauvées, tout ton visage s'illumine. Tu deviens animé et passionné et si complètement toi-même. Il a fait une pause. Léo ne te regardait jamais comme si c'était beau. Il te regardait comme si c'était quelque chose à tolérer, quelque chose qu'il supportait parce que le reste du package était acceptable. L'observation a atterri avec une dévastation silencieuse. Parce que mon père avait raison. J'avais vu ce regard sur le visage de Léo des dizaines de fois. Cette expression légèrement vitreuse quand je devenais trop technique dans le jargon médical, trop excité par une opération réussie, trop consumé par un travail qu'il ne comprenait pas et ne se souciait pas vraiment de comprendre. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Que tout le monde n'avait pas à être passionné par la chirurgie traumatologique orthopédique. Qu'il suffisait qu'il ne m'en veuille pas activement pour ma carrière comme d'autres petits amis l'avaient fait. Mais tolérer quelque chose n'est pas la même chose que de le célébrer. Ma mère est revenue avec des cartes clés. Chambre 847. 2 grands lits et un canapé-lit. Nous avons pris l'ascenseur en silence. La chambre était exactement aussi générique que je m'y attendais. Mur beige, couvre-lit à fleurs, art abstrait qui ne signifiait rien. La faible odeur de produits de nettoyage industriel. C'était parfait. Ma mère a commandé un service en chambre. De la nourriture réconfortante dont aucun de nous n'avait vraiment envie, mais dont nous avions tous besoin. Des croque-monsieur, des frites et un gâteau au chocolat qui sortaient probablement d'un congélateur. Nous avons mangé dans nos tenues de soirée du dîner de répétition, assis sur les lits de l'hôtel, en regardant un film d'action stupide à la télévision. Personne n'a mentionné le mariage. Personne n'a parlé de ce qui s'était passé. Personne n'a demandé si j'allais bien. Nous avons juste existé ensemble, mes parents m'encadrant comme des gardes du corps, leur simple présence disant tout ce qui devait être dit. Vers 1 heure du matin, ma mère a finalement parlé. Tu veux en parler? J'ai réfléchi à la question. Est-ce que je voulais disséquer la liaison, analyser où ça avait mal tourné, digérer la trahison à voix haute? Non, dis-je honnêtement. Je veux dormir et demain je veux effacer toute trace de lui de ma vie. Et ensuite, je veux retourner au travail et me souvenir de qui je suis quand je ne suis pas défini par la personne avec qui je sors. Mon père a levé son verre d'eau. À Chloé Dubois, brillante chirurgienne qui n'a pas besoin d'un homme pour être complète. Ma mère a levé le sien aussi. À notre fille qui a toujours été assez, exactement comme elle est.
J'ai levé mon verre, sentant quelque chose changer en moi. Pas la guérison. C'était trop tôt pour ça. Mais le début de quelque chose. La première étape de la reconstruction d'une vie qui avait été brisée. Certaines fractures, pensais-je, nécessitent une démolition complète avant qu'une reconstruction correcte puisse commencer. Demain, je commencerai à démolir. Ce soir, je dormirai simplement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là dans la chambre d'hôtel. Mes parents, si. Le ronflement doux de ma mère depuis un lit, la respiration plus profonde de mon père depuis le canapé-lit. Mais je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond, mon esprit cataloguant tout avec une précision clinique. 50 rencontres en 6 mois. Le gîte où il m'a demandé en mariage. C'était juste physique. Tu es toujours si dramatique. Vers 4 heures du matin, j'ai complètement renoncé à dormir, j'ai enfilé le peignoir de l'hôtel et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers la vitre, pensant à la suite. Le mariage était censé avoir lieu dans 10 heures. Les invités seraient en train de se préparer, de mettre leur tenue de soirée, de se diriger vers le lieu de la cérémonie. Sauf qu'il n'y avait plus de lieu, plus de cérémonie, plus de réception, juste 200 personnes qui devraient être informées que tout était annulé. Marie avait dit que Léo s'occuperait des notifications. Je me demandais s'il le ferait vraiment ou s'il essaierait de raconter une histoire qui le ferait paraître moins pathétique. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai rallumé juste assez longtemps pour envoyer un SMS à ma demoiselle d'honneur. Mariage annulé. Longue histoire. Tout va bien, on expliquera plus tard. Avant de l'éteindre à nouveau. Je ne pouvais pas encore gérer l'afflux. Les questions, l'inquiétude, les gens qui voudraient des détails que je n'avais pas l'énergie de fournir. Lucas s'est présenté à l'hôtel à 8h30 avec du café et une camionnette de location. Pour les cartons, a-t-il expliqué quand je l'ai rejoint dans le hall. Mes parents étaient encore à l'étage, me laissant de l'espace. J'ai pensé qu'on aurait besoin de quelque chose de plus grand que ma berline. Le trajet jusqu'à mon appartement semblait surréaliste. Le trafic du samedi matin, les gens vaquant à leurs occupations normales du week-end, complètement inconscients que toute ma vie avait explosé moins de 12 heures auparavant. « Ça va ?» a demandé Lucas à un feu rouge. « Je ne sais pas encore », ai-je dit honnêtement. « Demande-moi dans un mois. » L'appartement était exactement comme je l'avais laissé hier matin, avant le dîner de répétition, avant la découverte, avant que tout ne vole en éclats. Ma tasse de café était encore dans l'évier. La veste de Léo était drapée sur le dossier du canapé. Les preuves d'une vie qui n'existait plus. « On commence par où ?» a demandé Lucas. « La chambre ?» ai-je dit. Tout ce qui lui appartient va dans des cartons. Vêtements, articles de toilette, livres, tout. Je veux que tout disparaisse. Nous avons travaillé en silence pendant la première heure. Lucas s'est occupé de la salle de bain pendant que je m'attaquais au placard, retirant les costumes coûteux de Léo des cintres, pliant ses chemises de créateur, emballant ses chaussures dans des cartons avec une précision méthodique. Ça aurait dû faire plus mal que ça, mais je me sentais surtout engourdi, détaché, comme si j'emballais les affaires d'un étranger plutôt que de démanteler une relation de 4 ans. Il a beaucoup d'affaires, a observé Lucas, sortant de la salle de bain avec un carton plein de produits de toilette. Pour quelqu'un qui prétendait avoir besoin d'espace avant le mariage. J'ai regardé autour de la chambre. Il avait raison. Pour quelqu'un qui était censé rester ailleurs pour respecter la tradition, Léo avait laissé une énorme partie de sa vie dans mon appartement. Presque comme s'il n'avait jamais eu l'intention de déménager. Presque comme si cette excuse d'espace n'était que ça, une excuse pour maintenir sa liaison sans que je la découvre accidentellement. À midi, nous avions rempli 12 cartons. Tout ce qui appartenait à Léo, emballé, scellé et prêt à partir. Et maintenant ? A demandé Lucas. Maintenant, on les met dans le couloir. Le couloir ? J'ai fini d'être responsable de ses affaires. Il peut venir les chercher lui-même, ou pas. Quoi qu'il en soit, elles ne restent pas ici. Nous avons sorti les cartons un par un, les empilant soigneusement devant la porte de mon appartement. Lucas était en sueur quand nous avons terminé. Les cartons étaient lourds, remplis des possessions accumulées de quelqu'un qui avait vécu confortablement toute sa vie. Les serrures, maintenant, dis-je en sortant mon téléphone et en le rallumant enfin.
Il a immédiatement explosé de notifications. 47 appels manqués, 32 messages textes, 14 messages vocaux, la plupart de Léo. Les SMS augmentaient en désespoir. Chloé, s'il te plaît, réponds. Nous devons en parler. Tu es déraisonnable. J'ai fait une erreur, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas surmonter ça. Je t'aime. Pourquoi tu m'ignores? C'est puéril. Très bien, fais comme tu veux. J'ai bloqué son numéro sans lire le reste. Le serrurier est arrivé à 13h. Professionnel, efficace, ne posant aucune question sur la raison pour laquelle une femme avait besoin de changer ses serrures le jour de ce qui était censé être son mariage. 300 € et 45 minutes plus tard, j'avais de nouvelles clés et Léo n'en avait aucune. Merci, dis-je au serrurier, testant le nouveau mécanisme de verrouillage. Pas de problème. Soyez prudente. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a fait penser qu'il savait exactement de quel genre de situation il s'agissait. Lucas est parti vers 2h, épuisé et émotionnellement vidé. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-il dit à la porte. Absolument n'importe quoi. Toi aussi. Après son départ, je me suis assise sur mon canapé dans l'appartement trop silencieux et je me suis enfin permis de ressentir quelque chose. Pas de la tristesse, pas de chagrin, de la rage. Une rage pure et chirurgicale face aux 6 mois de mensonges, aux 50 trahisons, au rejet désinvolte de « c'était juste physique », au fait d'être qualifié de « dramatique et peu sûr de moi », pour avoir eu l'audace d'attendre de la loyauté. Mon téléphone a sonné, un numéro connu. J'ai répondu sans réfléchir. Docteur Dubois. Chloé? La voix d'un homme. Qui est à l'appareil? C'est Léo. J'appelle depuis mon téléphone de bureau puisque tu m'as bloqué. J'ai raccroché immédiatement. J'ai bloqué ce numéro aussi. 10 minutes plus tard, un autre numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un autre, et un autre. Il passait d'un téléphone à l'autre, essayant d'en trouver un que je n'avais pas encore bloqué. Le désespoir aurait été pathétique s'il n'avait pas été si exaspérant. J'ai complètement changé de numéro. J'ai passé les 2 heures suivantes à envoyer mes nouvelles coordonnées par SMS à tous ceux qui comptaient. Mes parents, Lucas, mes collègues de l'hôpital, les amis proches qui méritaient de rester dans ma vie. Léo et Manon ont été laissés dans le vide numérique. 2 semaines ont passé. Je me suis jeté dans le travail avec une intensité qui a même inquiété ma chef de service. Les journées de 12 heures sont devenues 14, puis 16. J'ai pris toutes les gardes de traumatologie, toutes les opérations d'urgence, tous les cas que les autres chefs de clinique ne voulaient pas. Le bloc opératoire était le seul endroit qui avait encore un sens, le seul endroit où les choses cassées pouvaient réellement être réparées, où mes compétences comptaient, où le contrôle et la précision sauvaient des vies au lieu de simplement me protéger de trop ressentir. Mes collègues ont eu la gentillesse de ne pas poser de questions. Ils avaient entendu la nouvelle par le bouche à oreille au petit hôpital, grand ragot, et ils m'ont laissé l'espace nécessaire pour digérer comme je le devais. Le 14e jour, l'infirmière en chef a appelé mon poste pendant une rare pause entre 2 opérations. Docteur Dubois, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il dit que c'est urgent. C'est un Léo Mercier. Mes mains se sont crispées sur le téléphone. Dites-lui que je suis en chirurgie. Il dit qu'il attendra. Dites-lui que je suis en chirurgie pour les 8 prochaines heures. Et s'il est toujours là quand j'aurai fini, j'appelle la sécurité. Compris. Il n'était pas là quand j'ai terminé mon service à 21h. Mais il y avait un énorme arrangement floral au poste des infirmières. 2 douzaines de roses rouges, valant probablement 300 €. Ostentatoire et désespéré. La carte disait « Je suis désolé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Elle. Mélissa, l'une des infirmières chevronnées, m'a regardé avec sympathie. Vous les voulez, docteur Dubois? Surtout pas. Elles viennent de mon ex-fiancé. Ses sourcils se sont haussés. Celui qui. Elle s'est interrompue, ayant clairement entendu toute l'histoire par les ragots de l'hôpital. Oui, celui-là. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? J'ai réfléchi un instant. Les jeter semblait être du gaspillage. Les garder était absolument hors de question. Donnez-les au service de pédiatrie, ai-je dit.
Les enfants méritent quelque chose de beau qui ne vient pas avec un bagage. Mélissa a souri, comprenant immédiatement. Parfait. Je les monte tout de suite. L'image de ces roses coûteuses, le grand geste de Léo, sa tentative d'acheter le pardon, trônant dans une chambre du service de pédiatrie, apportant de la joie à des enfants malades qui méritaient vraiment quelque chose de bien, ressemblait à une justice poétique. Lucas a appelé ce soir-là. Tu dois voir quelque chose. Il m'a envoyé une capture d'écran. La publication Instagram de Manon, écrite dans ce style de vulnérabilité performative que les influenceurs perfectionnent. Apprendre à choisir le bonheur après que des personnes toxiques tentent d'éteindre votre lumière. Tout le monde ne peut pas gérer une femme qui connaît sa valeur. Aller de l'avant, grandir, guérir. Les commentaires étaient brutaux. Tu as couché avec le fiancé de ta meilleure amie 50 fois. Peut-être que tu devrais t'abstenir cette fois. Imagine être aussi délirante. Nous étions tous là au dîner de répétition. Nous savons ce qui s'est réellement passé. Son nombre d'abonnés était passé de 43 000 à 21 000 en 2 semaines. Elle essaie de faire passer ça comme si elle était la victime, a dit Lucas quand je l'ai appelé. Bien sûr qu'elle le fait. Assumer ses responsabilités exigerait un véritable caractère. 3 jours plus tard, Lucas m'a envoyé un lien vers un article de presse. Le titre disait « Un héritier de l'industrie pharmaceutique arrêté pour harcèlement après avoir violé une ordonnance restrictive ». Je l'ai lu 2 fois, absorbant chaque détail. Manon avait déposé une ordonnance restrictive contre Léo après qu'il se soit présenté à son lieu de travail 3 fois en une semaine, est attendu devant son immeuble pendant des heures, et l'est suivi à sa salle de sport. Quand elle avait obtenu l'ordonnance, il l'avait violée 2 fois, une fois en l'abordant devant un café, une autre fois en laissant des dizaines de messages vocaux que l'article décrivait comme « de plus en plus instables et préoccupants ». L'article citait Manon disant à la police qu'ils étaient censés être ensemble et que Léo lui avait promis un avenir. Ils avaient tous les deux cru à leurs propres mensonges. Tous deux pensaient pouvoir construire quelque chose de réel sur des fondations de trahison. Maintenant, ils se détruisaient mutuellement. Ça n'aurait pas pu arriver à de meilleures personnes, a dit Lucas quand je l'ai appelé. J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'est presque beau, n'est-ce pas? De les regarder imploser. Le karma qui agit plus vite que d'habitude. Tu penses qu'il fera vraiment face à des conséquences? Sa famille est assez riche pour faire disparaître ça, mais les dommages à sa réputation. La voix de Lucas portait une satisfaction sinistre. C'est permanent. Tout le monde sait maintenant. Tout le monde a vu ce qu'il a fait. J'y ai pensé. Aux 200 témoins du dîner de répétition. Au téléphone qui enregistrait. À l'histoire qui se propageait dans les cercles sociaux comme une traînée de poudre. L'image soigneusement construite de Léo au charmant, réussi, issu d'une bonne famille avait été réduite en cendres en une soirée. Et il se l'était infligé à lui-même. Et il se l'est infligé à lui-même, ai-je répété, laissant la satisfaction de cette vérité s'installer dans ma poitrine. Lucas et moi sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, tous deux en train de digérer l'étrange soulagement qui venait de voir les personnes qui avaient détruit nos vies se détruire maintenant mutuellement. Je devrais me sentir plus mal à ce sujet, a finalement dit Lucas. De prendre plaisir à leur misère. Pourquoi? Ils l'ont mérité. Quand même, ça semble mesquin. J'ai considéré cela. Peut-être, mais je pense qu'on a le droit d'être mesquin pendant un certain temps. Nous planifions tous les deux notre avenir avec des personnes qui sabotaient activement cet avenir dans notre dos. Nous avons le droit de nous sentir satisfaits lorsque les conséquences les rattrapent enfin. Lucas a levé son verre de whisky. Aux conséquences. J'ai trinqué le mien contre le sien. Aux conséquences. Le travail est devenu mon refuge au cours des semaines suivantes. Le bloc opératoire était le seul endroit où la précision comptait encore, où les choses cassées pouvaient réellement être réparées, où mes compétences avaient une valeur tangible au-delà de l'épave de ma vie personnelle. Ma première opération après mon retour à plein temps fut une reconstruction vertébrale complexe. Une victime d'accident de moto de 19 ans dont les vertèbres avaient été écrasées à 3 endroits. Sa capacité à remarcher dépendait entièrement de mes mains stables et de mon esprit concentré. Je suis entré au bloc à 6 heures du matin, mon esprit se calmant au moment où j'ai franchi la porte. Pendant les 11 heures suivantes, rien n'existait à part le champ opératoire devant moi.
Une structure osseuse brisée qui devait être reconstruite. Chaque broche placée avec une précision microscopique. Des vaisseaux sanguins ligaturés. Des tissus soigneusement repositionnés. C'était ce pourquoi j'étais doué. C'était ce qui avait du sens. Quand je suis finalement sorti du bloc à 17 heures, j'avais mal au dos et des crampes aux mains, mais je me sentais vraiment bien pour la première fois depuis des semaines. Le docteur Monique Duval, ma chef de service, m'a intercepté dans le couloir alors que je me dirigeais vers le salon de repos. « Chloé, un mot ?» Je l'ai suivie dans son bureau, sachant déjà ce qui allait arriver. « J'ai entendu parler du mariage, » dit-elle, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Je suis désolé. » « Ne le soyez pas. » J'ai rencontré son regard directement. Mieux vaut le découvrir avant qu'après. Elle m'a étudié attentivement, son regard clinique et évaluateur. « Êtes-vous apte à opérer ?» C'était 11 heures d'affilée. « Vous n'avez pas pris de congé. Vous prenez des gardes supplémentaires. » « Je suis mieux en train d'opérer que n'importe où ailleurs en ce moment, dis-je honnêtement. La chirurgie est la seule chose qui a du sens. » Monique a hoché la tête lentement. « D'accord. Mais Chloé, prenez soin de vous. L'hôpital a besoin de vous, mais vous devez être entière pour faire ce travail. N'utilisez pas le bloc comme un endroit où vous cachez pour ne pas affronter ce qui s'est passé. » Je voulais lui dire que la chirurgie n'était pas une cachette. Que c'était le seul endroit où je me sentais vraiment en contrôle, où mes décisions comptaient, où les choses cassées pouvaient réellement être réparées. Mais j'ai juste hoché la tête. Je ferai attention. Veillez-y. Mes parents se sont présentés à mon appartement ce soir-là sans prévenir, avec de la nourriture chinoise à emporter et des expressions de douce inquiétude. « Nous voulions prendre de tes nouvelles » a dit ma mère en posant les récipients sur ma table basse. « Tu ne répondais pas à nos appels. » J'ai été occupé. Nous savons. L'hôpital nous a dit que tu faisais des gardes doubles. J'ai pris des assiettes dans la cuisine, en esquivant. Quelqu'un doit couvrir les cas de traumatologie. Nous avons mangé en silence pendant un moment, moi assise en tailleur par terre, eux sur mon canapé. La gêne de la conversation que nous n'avions pas remplissait l'espace entre nous. Finalement, ma mère a posé son récipient. Je ne l'ai jamais aimé. J'ai levé les yeux, surprise. Quoi? Léo. Je ne lui ai jamais fait confiance. Vous n'avez jamais rien dit. Elle a échangé un regard avec mon père. Tu semblais heureuse. Ou du moins tu semblais avoir pris ta décision. Qu'est-ce qu'on allait dire? J'ai posé mon plat de nouilles. Vous auriez pu me dire que vous aviez des inquiétudes. Ma mère s'est penchée en avant, son expression peinée. Aurais-tu écouté? La question est restée en suspens. Nous connaissions toutes les deux la réponse, bien sûr. Je n'aurais pas écouté. J'aurais rejeté leurs inquiétudes comme celles de parents surprotecteurs qui ne pouvaient pas accepter que leur fille fasse ses propres choix. Il y avait de petites choses, a poursuivi ma mère doucement. La façon dont il regardait son téléphone pendant les dîners de famille. Comment il devait soudainement prendre des appels à l'extérieur, toujours dans une autre pièce. Une fois, à ta fête d'anniversaire l'année dernière, il a disparu pendant 40 minutes. Quand il est revenu, sa chemise était mal boutonnée. Le détail a atterri comme une petite explosion. Ma fête d'anniversaire, il y a 10 mois. Était-il déjà avec Manon à ce moment-là? Je me suis dit que j'étais paranoïaque, a dit ma mère. Que je cherchais des problèmes parce que je ne pensais pas qu'il était assez bien pour toi. Mon père a ajouté, nous voulions que tu sois heureuse. Nous pensions que nous étions peut-être juste surprotecteurs. Que nous n'arrivions pas à accepter que notre fille construise sa propre vie, séparée de nous. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Ils avaient vu des signes avant-coureurs que j'avais complètement manqués. Ou peut-être pas manqués. Peut-être délibérément ignorés parce que les reconnaître aurait signifié admettre que ma vie n'était pas aussi contrôlée et parfaite que je m'en étais convaincu. Je suis désolé que nous n'ayons rien dit, a murmuré ma mère. Ne le soyez pas, dis-je, faisant écho aux mots que j'avais dit à Monique. Ce n'est pas de votre faute. C'est la sienne, et la mienne pour ne pas avoir fait attention. Ce n'est pas de ta faute, a dit fermement mon père. Tu as fait confiance à quelqu'un en qui tu avais toutes les raisons d'avoir confiance. Ce n'est pas un défaut de caractère.
Mais ça en avait tout l'air. Lucas et moi avons commencé à nous voir régulièrement après ça. Tous deux ayant besoin de quelqu'un qui comprenait exactement ce que nous traversions. Nous nous asseyions sur son balcon avec du whisky et des bloc-notes, reconstituant la chronologie de la liaison comme des détectives travaillant sur une affaire classée. Le week-end au gîte, a dit Lucas un soir, encerclant une date sur son bloc-notes. C'était le même week-end où Manon a dit qu'elle rendait visite à sa sœur à Nantes. J'ai vérifié mon calendrier. Et Léo m'a dit qu'il était seul à la maison, s'ennuyant, à regarder Netflix. Lucas a secoué la tête, le schéma devenant clair. Tous les jeudis soirs pendant 6 mois, Manon avait cours de yoga. Tous les mardis, Léo avait des dîners d'affaires, ai-je ajouté. Des réunions avec les prestataires pour la planification du mariage, avons-nous dit simultanément, puis nous nous sommes regardés. Nous avions tous les deux été si occupés, moi avec mes horaires de chirurgie, Lucas avec la préparation de ses dossiers, que nous n'avions jamais remis en question les schémas pratiques, jamais comparé nos notes, jamais soupçonné que les absences de nos partenaires pouvaient se chevaucher pour une raison. Il y a eu un week-end en mars, a dit lentement Lucas, où Manon a dit qu'elle était à une consultation d'art à Nice. Elle m'a envoyé des photos. Chambre d'hôtel, la plage, tout. Mon estomac s'est noué. Léo a dit qu'il était à un congrès pharmaceutique à Nice ce même week-end. Il m'a envoyé des photos aussi. Nous nous sommes regardés fixement, les mêmes mensonges, le même voyage. Probablement la même chambre d'hôtel avec des photos soigneusement cadrées pour exclure toute preuve d'occupation partagée. Ils ont planifié ça, a dit Lucas doucement. Ce n'était pas seulement des rencontres opportunistes. Ils ont coordonné leurs emplois du temps, créé des alibis, construit toute une réalité parallèle pendant que nous étions tous les deux complètement inconscients. Le niveau de calcul impliqué était en quelque sorte pire que la trahison elle-même. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Chloé ? C'est Marie Lambert. Je suis devenu très immobile. Madame Lambert. Je sais que vous n'avez aucune raison de me parler, dit-elle, son ton formel se fissurant légèrement. Mais j'ai des informations que vous méritez de connaître. J'ai attendu, silencieuse. Marie a pris une profonde inspiration. Les fiançailles précédentes de Léo, avec Camille Bernard, avant qu'il ne vous rencontre, se sont terminées parce que je l'ai surpris avec sa demoiselle d'honneur 2 semaines avant leur mariage. Le monde a semblé basculer légèrement. Quoi ? Nous avons payé à la famille de Camille une somme importante pour garder le silence, pour éviter le scandale. Les Bernard sont de vieux amis de la famille. Nous ne pouvions pas nous permettre les retombées sociales. Je me suis assise lentement, mes jambes devenant soudainement instables. J'ai insisté pour que Léo suive une thérapie, a poursuivi Marie, pour qu'il traite la compulsion qui motive ce comportement. Il a refusé. A dit que c'était une erreur ponctuelle, qu'il était ivre, que ça ne se reproduirait plus jamais. Mais c'est arrivé, dis-je doucement. Oui. Quand il a commencé à sortir avec vous, je me suis convaincu qu'il avait changé. Que vous étiez différente. Que peut-être une femme avec une carrière sérieuse, quelqu'un qui ne l'adorerait pas ou ne ferait pas de lui le centre de son univers, retiendrait son attention d'une manière que les débutantes n'avaient pas réussi à faire. Sa voix s'est légèrement brisée. J'avais tort. Et je vous dois des excuses. J'aurais dû vous avertir. J'aurais dû vous parler de son schéma, mais je voulais croire qu'il pouvait changer. Qu'il n'était pas. Elle s'est arrêtée. Pas quoi ? Ai-je incité ? Point pas brisé d'une manière que je ne pouvais pas réparer, a-t-elle murmuré. La révélation s'est abattue sur moi par vagues. Ce n'était pas une erreur. Pas un moment de faiblesse. Ce n'était pas parce que j'étais trop intense ou que je travaillais trop. C'était un schéma, une compulsion, un homme qui sabotait systématiquement les relations au moment de l'engagement ultime, qui organisait ses propres désastres puis reprochait aux femmes qu'il aimait de ne pas être assez. Pourquoi me dites-vous ça maintenant ? Ai-je demandé. La voix de Marie s'est durcie. Parce qu'il prévoit de se présenter à votre hôpital demain avec un grand geste. Et parce que vous méritez de savoir que vous n'avez rien fait de mal. C'est qui est mon fils. C'est ce qu'il fait. Et j'ai honte de ne pas vous avoir prévenu. J'ai fermé les yeux, absorbant l'information. Merci de me l'avoir dit. Je suis désolé,
Chloé. Vraiment. Vous méritiez tellement mieux que mon fils. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise dans mon appartement silencieux, les mots de Marie résonnant dans mon esprit. C'était un schéma. Je n'étais pas la première. Je ne serais probablement pas la dernière. Rien de ce que j'avais fait ou pas fait n'aurait changé le résultat, car le résultat était inévitable dès l'instant où Léo m'a demandé en mariage. Les fiançailles elles-mêmes déclenchaient quelque chose en lui, une peur profonde de l'engagement qui se manifestait par le sabotage. Cela n'avait rien à voir avec moi. Pour la première fois depuis cette nuit dans la bibliothèque, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le pardon, pas la guérison, mais la libération. La libération du récit selon lequel j'avais en quelque sorte causé cela. Que si j'avais été moins concentrée sur le travail, plus disponible, plus amusante, plus spontanée, cela ne serait pas arrivé. Cela serait arrivé de toute façon, car c'était qui était Léo, et j'avais simplement été la dernière d'une lignée de femmes qui avaient cru pouvoir être assez pour un homme fondamentalement incapable d'accepter l'amour. Je suis resté à fixer mon téléphone pendant un long moment après que Marie ait raccroché, ces mots se rejouant dans mon esprit. Il prévoit de se présenter à votre hôpital demain avec un grand geste. Pas si j'avais mon mot à dire. J'ai appelé le chef de la sécurité de l'hôpital dès le lendemain matin. Stéphane Girard travaillait à l'hôpital Saint-Louis depuis 15 ans, un ancien policier qui avait tout vu et ne se laissait pas déstabiliser. Docteur Dubois, que puis-je faire pour vous? Il y a une situation que vous devriez connaître, dis-je en gardant ma voix professionnelle. Mon ex-fiancé a tenté de me contacter malgré le fait qu'on lui ait demandé à plusieurs reprises d'arrêter. Sa mère m'a informé qu'il prévoyait de se présenter à l'hôpital aujourd'hui avec des fleurs ou un autre grand geste. Le ton de Stéphane a immédiatement changé. Voulez-vous une ordonnance restrictive? Je peux vous aider à la déposer. Pas encore, ai-je interrompu. Mais je veux une documentation claire s'il se présente. Je veux qu'il soit intercepté avant d'atteindre l'aile chirurgicale. Et je veux qu'il soit escorté par la sécurité d'une manière suffisamment visible pour qu'il comprenne que ce n'est pas de la persistance romantique, c'est du harcèlement. Il y a eu une pause. Puis Stéphane a dit, je peux absolument arranger ça. À quelle heure? Sa mère a dit 14 heures. Considérez que c'est réglé. Et docteur Dubois, je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Merci, Stéphane. À 13h50, je me suis positionné sur la passerelle du deuxième étage qui surplombait le hall principal. J'avais une opération prévue à 15h, j'étais donc déjà en blouse, mais je voulais voir ça. À 14h précises, la porte principale s'est ouverte et Léo est entré. Il portait l'un de ses costumes coûteux, les cheveux parfaitement coiffés, portant un énorme bouquet de fleurs qui devait coûter au minimum 500 €, des roses rouges, des lys blancs, quelques fleurs exotiques que je ne pouvais pas identifier de cette distance. Il avait l'air confiant, comme si c'était un film romantique et qu'il était le héros venu reconquérir son amour. Il a fait peut-être 5 mètres avant que 2 gardes de sécurité ne l'interceptent. Je n'ai pas pu entendre l'échange initial, mais j'ai vu l'expression de Léo passer de confiante à confuse. Il a fait un geste avec les fleurs, a dit quelque chose qui a fait que l'un des gardes a secoué fermement la tête. Puis la voix de Léo s'est élevée, assez fort pour porter à travers le hall. J'ai juste besoin de 5 minutes. J'essaie de m'excuser auprès de ma fiancée. Stéphane Girard est apparu d'un couloir latéral, sa carrure et son autorité commandant immédiatement l'attention. Tout le hall s'était tu, les gens s'arrêtant en plein milieu de leur chemin pour regarder la scène se dérouler. La voix de Stéphane était professionnellement calme, mais assez forte pour que tout le monde entende. Monsieur, vous n'avez pas de fiancé. Vous avez un mariage annulé et une femme qui vous a demandé à plusieurs reprises d'arrêter de la contacter. Vous n'êtes pas le bienvenu dans cet établissement. Vous devez partir maintenant. Le visage de Léo est devenu rouge. C'est insensé. J'essaie de réparer les choses. En ignorant ses demandes explicites d'être laissé tranquille. Le ton de Stéphane n'a pas changé. Ça s'appelle du harcèlement, monsieur. Vous pouvez partir volontairement, ou nous pouvons appeler la police et vous faire expulser pour intrusion. C'est votre choix. J'ai vu le moment où Léo a réalisé que ça n'allait pas dans son sens. Ses épaules se sont légèrement affaissées, les fleurs pendantes dans sa main. Très bien, dit-il, sa voix amère. Donnez-lui ça. Il a essayé de tendre le bouquet à Stéphane.
Non, monsieur. Vous pouvez les emporter avec vous ou les laisser ici, mais nous ne livrerons rien au docteur Dubois de votre part. Léo a regardé autour du hall, les infirmières qui regardaient depuis le bureau d'information, les visiteurs qui s'étaient arrêtés pour regarder, les médecins en blouse qui observaient depuis le couloir. Il était en train d'être humilié publiquement, exactement comme il m'avait humilié au dîner de répétition. Il a posé les fleurs par terre et est sorti sans un mot de plus. Stéphane a levé les yeux vers la passerelle du 2e étage où je me tenais. Je lui ai fait un pouce en l'air. Il a hoché la tête et est retourné à son bureau. Les fleurs sont restées dans le hall pendant environ 10 minutes avant que Sandrine Lefebvre, la coordinatrice des bénévoles de l'hôpital, ne s'approche de moi. Docteur Dubois, que devrions-nous faire avec ça? Une idée se formait déjà. Sandrine, vous connaissez la vente aux enchères caritatives le mois prochain? Celle qui collecte des fonds pour l'unité de traumatologie? Bien sûr. Ces fleurs coûtent au moins 500 €. Photographions-les, créons une carte de présentation et mettons-les aux enchères. Les sourcils de Sandrine se sont haussés. Quel genre de carte de présentation? J'ai souri. Une qui dit la vérité. Que ces fleurs ont été livrées comme un grand geste par un homme qui a été escorté hors de l'hôpital par la sécurité après que son ex-fiancée ait refusé ses tentatives de contact répétées suite à sa liaison de 6 mois. Que plutôt que de laisser des fleurs coûteuses se perdre, nous les mettons aux enchères au profit des soins de traumatologie. Les yeux de Sandrine se sont écarquillés. Puis elle a commencé à sourire. C'est brillant. Transformer son harcèlement en quelque chose qui aide réellement les gens. Exactement. Nous avons passé 30 minutes à rédiger la pancarte parfaite, à photographier l'arrangement, à créer toute une présentation qui apparaîtrait au gala de charité du mois prochain. Le texte disait « Ces fleurs ont été livrées comme un grand geste par un homme qui a été escorté hors de l'hôpital Saint-Louis par la sécurité après que son ex-fiancée, une chirurgienne de cet établissement, ait décliné ses tentatives de contact répétées suite à sa liaison de 6 mois avec la petite amie de son meilleur ami. Plutôt que de laisser des fleurs coûteuses se perdre, nous les mettons aux enchères au profit des soins de traumatologie. Mise à prix, 50 €. Parfois, la meilleure vengeance est de transformer des gestes non désirés en ressources pour la guérison. La vente aux enchères a rapporté 1 200 €. J'ai encadré le reçu et l'ai accroché dans mon bureau, là où je le verrai tous les jours. Lucas est passé ce soir-là avec une bouteille de vin et un dossier cartonné. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en étalant des documents sur ma table de salle à manger. Des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, des factures de restaurant, tous provenant de la carte de crédit d'entreprise de Léo, tous facturés au laboratoire Mercier. « Où as-tu eu ça ?» ai-je demandé. « Je suis avocat des droits de l'homme. J'ai des amis enquêteurs qui me doivent des faveurs. » Il a pointé la chronologie qu'il avait construite. Regarde les dates. Chacune de ces dépenses correspond à une période où Manon disait qu'elle était ailleurs et où Léo prétendait être en réunion d'affaires. Je me suis penché sur la table, étudiant les preuves. Des chambres d'hôtel à Nice, Bordeaux, Paris. Des dîners dans des restaurants qui coûtaient plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Des week-ends facturés comme des frais professionnels. C'est un détournement de fonds d'entreprise, a dit Lucas doucement. Il facturait sa liaison personnelle sur les comptes de l'entreprise familiale. C'est techniquement un abus de biens sociaux. Et Manon? Lucas a sorti une autre série de documents, ses fiches de facturation de la galerie où elle travaillait. Regarde les heures qu'elle a déclarées comme des consultations clients. Elles correspondent parfaitement à ses dates d'hôtel. Fraude à la facturation. Elle facturait son employeur pour les heures qu'elle passait à coucher avec Léo. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Ai-je demandé. Lucas a rencontré mes yeux. Je veux l'envoyer aux personnes qui devraient savoir. L'avocat de Marie, l'employeur de Manon. Pas comme une plainte légale, juste comme une information. Laissons-les décider quoi en faire. J'ai considéré cela. Nous ne demandions pas d'action. Nous ne menacions pas. Juste fournir la documentation de ce qui s'était réellement passé et laisser les conséquences naturelles se dérouler. Fais-le, ai-je dit. Lucas a rédigé une lettre de motivation professionnelle sur son papier à en-tête d'avocat, expliquant qu'il s'agissait d'informations pertinentes concernant un éventuel détournement de fonds d'entreprise et une fraude à la facturation, fournies à titre informatif uniquement. Nous avons envoyé des copies à l'avocat de Marie et à Nicolas Morel,
le propriétaire de la galerie d'art branché qui employait Manon. Puis nous avons attendu. L'offre de bourse de recherche de Zurich était dans ma boîte de réception depuis 3 semaines. Je l'avais ignorée pendant le chaos immédiat, trop submergé pour penser à l'avenir alors que mon présent implosait. Mais maintenant, assise dans mon appartement avec la documentation de Lucas étalée sur ma table et le reçu encadré de la vente aux enchères sur mon mur, j'ai ouvert l'email et je l'ai vraiment lu. 12 mois en Suisse, à travailler avec le docteur Jean Dubois, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la reconstruction vertébrale. Des opportunités de recherche, d'enseignement, une chance d'être le docteur Chloé Dubois, brillante chirurgienne, dans un endroit où personne ne connaissait le mariage annulé ou la liaison ou quoi que ce soit. J'ai cliqué sur répondre et j'ai tapé 2 mots, j'accepte. La réponse est arrivée en moins d'1 heure, pouvez-vous commencer le 15 mars? J'ai vérifié la date. Le 15 mars était dans 8 semaines. C'était aussi j'ai vérifié la date exacte de l'audience de Léo pour violation de l'ordonnance restrictive de Manon. La symétrie était trop parfaite pour être une coïncidence. C'était comme si l'univers m'offrait exactement ce dont j'avais besoin, exactement quand j'en avais besoin. J'ai répondu, le 15 mars est parfait. J'ai envoyé un dernier email à Léo. Le seul message que j'avais initié depuis que j'étais sorti de la bibliothèque de ses parents. J'ai accepté une bourse de recherche en Suisse. Je quitte le pays le 15 mars. J'espère que tu utiliseras ce temps pour obtenir l'aide que Marie dit que tu as toujours refusée. J'espère que tu comprendras pourquoi tu sabotes chaque relation au moment de l'engagement. J'espère que tu deviendras la personne que tu prétendais être, mais je ne serai pas là pour le voir. J'en ai fini d'être un chapitre de ton schéma. J'avance et tu restes derrière avec les conséquences de tes choix. C'est la dernière fois que tu entendras parler de moi. J'ai cliqué sur envoyer, puis j'ai bloqué son adresse email avant qu'il ne puisse répondre. Les 8 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'horaires de chirurgie, de cartons et d'observation des conséquences se déroulaient à une distance confortable. L'avocat de Marie a examiné la documentation de Lucas et l'a apparemment présentée au conseil d'administration des laboratoires Mercier. Léo a été discrètement démis de son poste symbolique dans l'entreprise, son nom retiré de tous les documents officiels. Nicolas Morel a licencié Manon par email pour fraude à la facturation. Elle a posté à ce sujet sur Instagram, un autre récit de victimes sur les environnements de travail toxiques, mais la section des commentaires l'a démoli. Lucas m'envoyait des mises à jour comme s'il s'agissait d'épisodes d'un feuilleton. Léo était retourné vivre chez ses parents. Manon travaillait comme barista. L'audience pour l'ordonnance restrictive a abouti à des cours obligatoires de gestion de la colère et à un avertissement formel que toute violation future entraînerait une peine de prison. Je n'ai rien ressenti en regardant leurs vies imploser. Aucune satisfaction, aucune justification, juste une reconnaissance distante que les conséquences avaient finalement rattrapé les choix. Le 15 mars est arrivé, froid et clair. Lucas m'a conduite à l'aéroport à 5 heures du matin. Toute ma vie emballée dans 3 valises et un bagage à main. Tu penses que tu reviendras? A-t-il demandé alors que nous étions dans le terminal des départs. J'ai réfléchi à la question. Un jour, peut-être. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'être quelque part où mon passé n'existe pas, où je peux juste être le docteur Chloé Dubois, brillante chirurgienne. Rien de plus compliqué que ça. Lucas m'a prise dans ses bras. Appelle-moi quand tu atterris. Et Chloé. Oui. Tu n'as pas seulement survécu à ça. Tu as gagné. J'ai souri contre son épaule. Toi aussi. Ouais, a-t-il dit doucement. Je pense que oui. J'ai passé la sécurité sans regarder en arrière. Je suis monté dans mon vol, j'ai trouvé mon siège, et alors que l'avion décollait, laissant tout derrière moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Libre. Le mot résonnait dans mon esprit alors que l'avion se stabilisait. La ville disparaissant sous les nuages, tout ce que je laissais derrière devenant de plus en plus petit jusqu'à disparaître complètement. J'ai appuyé ma tête contre le hublot et j'ai fermé les yeux. Sentant la tension que j'avais portée pendant des mois commencer enfin à se relâcher de mes épaules. La Suisse attendait. Un nouveau départ. Un endroit où personne ne connaissait Léo ou Manon ou le mariage qui n'a jamais eu lieu. Un endroit où je pouvais juste être à nouveau le docteur Chloé Dubois. Rien de plus, rien de moins. Zurich était exactement ce dont j'avais besoin. La bourse m'a placé à l'hôpital universitaire, travaillant aux côtés du docteur Jean Dubois,
l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la reconstruction vertébrale. Le travail était intense. Des journées de 12 heures au bloc, des cas complexes qui exigeaient toute la compétence que j'avais développée au cours de ma carrière. Des recherches qui consumaient complètement mon esprit. Mes collègues ne me connaissaient que comme la chirurgienne française aux mains stables et au dossier de publication impressionnant. Ils ne connaissaient pas ma vie personnelle, car je n'en avais pas à discuter. Je travaillais. J'étudiais. Je perfectionnais des techniques. Je me perdais dans la précision de la chirurgie. Mais le programme de bourse avait une exigence que je n'avais pas anticipée. Une thérapie obligatoire pour tous les participants internationaux confrontés à des transitions de vie. Le docteur Hélène Schmidt, sans lien de parenté avec Jean, était une psychologue clinicienne d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris acier et des yeux qui voyaient bien trop de choses. Lors de notre première séance, elle a demandé « Pourquoi êtes-vous ici à Zurich, docteur Dubois ?» Pour la bourse. Pour travailler avec le docteur Dubois sur la reconstruction vertébrale. Non, a-t-elle interrompu doucement. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Je suis restée silencieuse un long moment. Je fuis, ai-je finalement admis. De quoi? D'un mariage qui n'a pas eu lieu. D'un fiancé qui a passé 6 mois à coucher avec la petite amie de mon meilleur ami. De l'humiliation de les découvrir quelques heures avant de devoir me marier. Le docteur Schmidt a hoché la tête, prenant une note. Et vers quoi courez-vous? La question m'a prise au dépourvu. Je ne comprends pas. Fuir quelque chose est différent de courir vers quelque chose. Lequel des deux faites-vous? Je n'avais pas de réponse. Au cours des mois suivants, le docteur Schmidt a posé des questions qui atterrissaient comme des incisions chirurgicales, coupant à travers les défenses que j'avais construites pendant des années. Pourquoi avez-vous choisi le détachement émotionnel comme principal mécanisme d'adaptation? Quand avez-vous commencé à croire que le besoin des gens vous rendait faible? Pouvez-vous identifier le moment où vous avez décidé que le contrôle était plus important que la vulnérabilité? Lentement, douloureusement, j'ai commencé à voir des schémas que je n'avais jamais examinés. J'avais construit toute mon identité autour du contrôle, autour du fait d'être la personne qui n'avait besoin de personne, qui pouvait tout gérer, qui ne laissait jamais l'émotion compromettre la précision. Ce contrôle m'avait rendu une chirurgienne exceptionnelle. Mais il m'avait aussi rendu aveugle. J'avais voulu que Léo soit celui dont j'avais besoin qu'il soit, soutenant, compréhensif, satisfait de ma vie axée sur la carrière. Alors j'ai rejeté toutes les preuves qui contredisaient ce récit. La façon dont il regardait son téléphone, son besoin commode d'espace, les petites incohérences que j'avais cataloguées puis ignorées. Vous êtes très doué pour voir ce qui est cassé dans le corps des autres, a observé le docteur Schmidt lors d'une séance. Mais vous vous êtes entraîné à ne pas voir ce qui est cassé dans votre propre vie jusqu'à ce que les dégâts soient catastrophiques. Elle avait raison. J'avais ignoré les fissures jusqu'à ce qu'elles deviennent des fractures complètes. Et puis j'avais été choqué quand tout s'était brisé. Ce que Léo a fait était entièrement son choix, a clarifié le docteur Schmidt. Vous n'êtes pas responsable de sa trahison. Mais vous êtes responsable de la façon dont vous avez réagi aux signes avant-coureurs. Des schémas que vous avez développés et qui privilégient le contrôle à la connexion. C'était le travail le plus dur que j'ai jamais fait. Plus dur que la faculté de médecine, plus dur que l'internat, plus dur que n'importe quelle chirurgie. Parce que la chirurgie avait des règles, des protocoles, des étapes claires du diagnostic au traitement en passant par la guérison. C'était désordonné, plus incertain, cela exigeait de s'asseoir avec l'inconfort au lieu de le couper. 6 mois après le début de la bourse, Lucas a envoyé un SMS, « Je viens te rendre visite. Réserve-moi un canapé. » Il est arrivé en septembre avec une valise, du vin et le genre de compagnie facile dont j'avais désespérément besoin sans m'en rendre compte. Nous avons passé les soirées sur le petit balcon de mon appartement surplombant la ville, parlant enfin de choses que nous avions tous les deux évitées. « Tu penses qu'on fera à nouveau confiance à quelqu'un ?» a demandé Lucas un soir, tous deux à notre deuxième verre de vin. J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense qu'on fera confiance différemment. Plus prudemment, avec plus d'attention aux preuves au lieu d'espérer que les gens sont ce qu'ils prétendent être. Lucas a hoché la tête lentement. Ça a l'air épuisant. Ça l'est. Mais être pris au dépourvu par une liaison de 6 mois aussi. Il a ri, mais c'était creux. Bien vu. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment,
regardant les lumières s'allumer dans la ville alors que le soir tombait. Manon a perdu son travail, a dit Lucas. Finalement. Le propriétaire de la galerie a découvert qu'elle facturait des heures de clientèle tout en menant sa liaison. Il l'a licenciée pour fraude. J'ai attendu qu'un sentiment fasse surface. De la satisfaction, peut-être de la justification. Rien n'est venu. Juste une reconnaissance vide que des conséquences avaient eu lieu. Et Léo? Lucas a souri sombrement. Son père l'a retiré du conseil d'administration de l'entreprise. Marie lui a donné un ultimatum, suivre une thérapie sérieuse ou être coupé de l'argent de la famille. Il a choisi la thérapie. Tu penses que ça va l'aider? Honnêtement? Je pense qu'il fait juste semblant de se conformer jusqu'à ce que tout le monde arrête de prêter attention. Ensuite, il redeviendra exactement qui il a toujours été. Probablement vrai. Les gens ne changeaient pas fondamentalement juste parce qu'ils avaient fait face à des conséquences. Ils changeaient parce qu'ils voulaient vraiment être différents. Et Léo ne m'avait jamais semblé être quelqu'un capable de ce genre d'introspection. J'ai rencontré quelqu'un, a dit Lucas doucement. Elle s'appelle Léa Moreau. Elle est avocate commise d'office. Brillante, honnête jusqu'à la moelle, elle me remet en question d'une manière dont j'ai désespérément besoin. J'ai souri sincèrement pour la première fois de la conversation. C'est bien, Lucas. C'est vraiment bien. On y va très lentement. J'ai une peur bleue de manquer à nouveau les signaux d'alarme. D'être si désespéré de croire en quelqu'un que j'ignore les preuves juste devant moi. Je comprends ça complètement. Il m'a regardé. Et toi? Quelqu'un d'intéressant en Suisse? J'ai secoué la tête. Pas encore prête. Peut-être pas avant longtemps. Pour l'instant, je me concentre sur le travail. Sur la reconstruction de mon identité en dehors des relations, en dehors des perceptions des autres. Est-ce que ça marche? C'est solitaire parfois, ai-je admis. Mais c'est aussi clarifiant. J'apprends des choses sur moi-même que je n'aurais jamais examinées si ma vie n'avait pas complètement implosé. Lucas a levé son verre. Aux implosions qui forcent la croissance. J'ai trinqué le mien contre le sien. À la croissance que nous n'aurions pas choisie, mais dont nous avions besoin de toute façon. 3 mois avant la fin de ma bourse, une lettre est arrivée, transférée par le service de courrier international de l'hôpital. L'écriture élégante de Marie Lambert sur du papier coûteux. J'ai failli la jeter sans la lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Chère Chloé, j'ai hésité à envoyer ceci, mais je crois que vous méritez de comprendre ce que la thérapie a révélé sur mon fils. J'ai lu lentement, absorbant chaque mot. Le schéma de Léo provenait de la peur de devenir comme son père, émotionnellement indisponible, piégé dans un mariage sans amour maintenu purement pour les apparences sociales. Son thérapeute croyait qu'il organisait inconsciemment des liaisons qui forçaient la fin des relations, l'empêchant de s'engager dans des mariages qu'il craignait de voir reproduire le dysfonctionnement froid de ses parents. Cela n'excuse pas son comportement ni ne minimise le mal qu'il vous a causé, écrivait Marie. Mais je pensais que vous devriez savoir que sa trahison n'était pas due au fait que vous étiez trop intense ou trop concentré sur votre carrière. C'était dû à sa propre incapacité à accepter l'amour, l'engagement ou la vulnérabilité requise pour un partenariat authentique. J'ai lu la lettre 3 fois, sentant quelque chose changer en moi. Pas le pardon. Léo ne le méritait pas, et je n'étais pas intéressé à l'offrir. Mais la libération. La libération du récit selon lequel j'avais en quelque sorte causé cela. Que si j'avais été différente, meilleure, plus disponible, cela ne serait pas arrivé. Cela serait arrivé de toute façon, car c'était qui était Léo. Un homme incapable d'accepter l'amour même lorsqu'il était offert librement. Et cela n'avait rien à voir avec moi. Je suis rentré en France en mars, exactement 1 an après mon départ. Lucas m'a accueilli à l'aéroport avec du café et le genre d'étreinte qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Bienvenue à la maison, Chloé. L'hôpital Saint-Louis m'a accueilli avec une promotion que je n'attendais pas. Directrice de la traumatologie orthopédique. La plus jeune personne à avoir jamais occupé ce poste. Mon premier jour de retour, en parcourant l'aile chirurgicale dans ma blouse blanche, je me sentais vraiment bien d'être à la maison. Mais j'étais différente maintenant. Toujours précise, toujours brillante, toujours exceptionnelle dans mon travail, mais n'utilisant plus le bloc comme un endroit pour me cacher de la complexité émotionnelle,
n'assimilant plus le contrôle à la force ou la vulnérabilité à la faiblesse. J'avais appris à vivre avec l'incertitude, à reconnaître quand je n'avais pas de réponse, à accepter que certaines choses ne pouvaient être ni contrôlées, ni réparées, ni prédites. J'ai recommencé à sortir avec des gens, prudemment, lentement. L'aléa de Lucas m'a aidé à évaluer les partenaires potentiels avec l'honnêteté brutale de quelqu'un qui avait aussi été échaudé. Je suis allé en thérapie chaque semaine, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais déterminé à rester entière. Et parfois, quand j'étais au bloc à reconstruire la colonne vertébrale brisée d'un patient, à réduire soigneusement les fractures et à savoir qu'une bonne guérison rendrait l'os plus fort qu'il ne l'avait été à l'origine, je pensais à mes propres fractures. Les ruptures qui avaient semblé catastrophiques mais qui m'avaient finalement rendu plus résiliente, plus consciente, plus authentiquement moi-même que je ne l'avais été avant que tout ne vole en éclats. Je pensais parfois à Léo, me demandant s'il avait vraiment changé ou s'il était juste meilleur pour cacher ses schémas. Mais la plupart du temps, je ne pensais pas du tout à lui, car il était devenu ce qu'il avait toujours été, un chapitre de mon histoire. Pas le récit entier. Loin de là. J'étais le docteur Chloé Dubois, brillante chirurgienne, directrice de la traumatologie orthopédique, quelqu'un qui avait survécu à la trahison et construit quelque chose de plus fort à partir des décombres. Et c'était suffisant, plus que suffisant. C'est comme ça qu'on survit à la trahison. Pas en évitant toutes les futures ruptures, mais en apprenant à réduire correctement ses propres fractures, en leur donnant le temps de guérir, et en ayant confiance que ce qui émerge peut être plus fort, plus sage et plus authentiquement entier que ce qui existait avant la rupture. Certaines choses, une fois brisées, devraient rester brisées. Mais certaines personnes, une fois brisées, peuvent se reconstruire pour devenir meilleures qu'elles ne l'étaient auparavant. J'étais devenu cette dernière. Et je n'avais jamais été aussi fier de qui j'étais.